Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Je suis Guillaume Attard et je travaille au CEREMA où je consacre l'essentiel de mes activités au domaine de l'hydrogéologie quantitative. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Eisenlor qui travaille avec moi et d'Isabelle Charlemagne de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui va également participer à l'animation de ce webinaire. Donc Isabelle, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreuses et nombreux à ce webinaire d'information sur la méthode volume d'exploitation des installations de géothermie que la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au CEREMA d'élaborer. Donc, je suis Isabelle Charlemagne. Avec ma collaboratrice Denise Quentin, nous assurons les missions qui incombent à la DREAL pour autoriser et contrôler sur la région Auvergne-Rhône-Alpes les activités de géothermie qui relèvent du code minier. Voilà, il existe plusieurs types de géothermie et aujourd'hui, nous allons parler de celle qui est la plus répandue et qui consiste à tirer profit soit de l'inertie thermique des sols, soit de la température modérée des nappes d'eau peu profondes pour alimenter des pompes à chaleur et permettre le chauffage et la climatisation des bâtiments. Donc, c'est une énergie alternative aux énergies fossiles et compétitive. Elle est de plus en plus utilisée dans notre région et un peu partout en France, notamment pour les immeubles de bureaux, les équipements publics, sportifs, hôteliers, commerciaux. Elle se développe également fortement dans les agglomérations qui disposent de facilités d'accès aux nappes d'eau souterraines et peu profondes et productibles, par exemple à Lyon et Grenoble. Derrière moi, vous avez un monument qui est emblématique pour les Lyonnais, c'est l'Hôtel-Dieu, un ancien hôpital qui a été réhabilité et reconverti pour une offre de commerce et de bureaux et un hôtel. Il a réouvert il y a bientôt 4 ans. Et donc, ce bâtiment est chauffé et refroidi grâce à la géothermie sur nappe, à l'aide de 4 forages de prélèvement et d'un rejet au Rhône, avec une puissance thermique supérieure à 5 MW. Avant de repasser la parole à Guillaume Attard, je souhaite commencer par un bref rappel réglementaire. Donc, l'exposé d'aujourd'hui qui concerne les installations de géothermie qui relèvent du régime administratif qu'on qualifie autrefois de basse température et depuis la réforme des titres miniers de géothermie qui est intervenue en 2020, on qualifie plutôt de basse énergie. Voilà. Pour pouvoir être exploitées, ces installations nécessitent un titre minier qui s'appelle un permis d'exploitation. Ce permis d'exploitation, après mise en concurrence et enquête publique, il est accordé par arrêté préfectoral et il donne le droit exclusif d'exploiter la ressource minière que constituent les calories échangées avec le sol ou la nappe. Et donc, ce titre minier, il est octroyé sur une étendue qui s'appelle le volume d'exploitation. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la méthode de détermination de ce volume d'exploitation. Nous évoquerons également les installations de géothermie de minime importance, avec l'acronyme GMI. Ce sont des installations de faible puissance qui, par exception, n'ont pas besoin de disposer d'un titre minier. Une simple télédéclaration suffit. Voilà, alors pour terminer, j'ouvre une petite parenthèse pour rappeler que ces installations de géothermie de minime importance possèdent des modalités simplifiées de déclaration qui ont été établies par réglementation en 2015 pour encourager leur développement, mais que néanmoins, elles doivent répondre à des règles de construction et d'exploitation. Voilà, et maintenant, je repasse la parole à Guillaume pour la présentation. Ce webinaire intervient dans le cadre de la publication d'un guide par le CEREMA, donc d'un guide méthodologique pour la délimitation des volumes d'exploitation associés à l'ensemble des dispositifs géothermiques basse énergie ou très basse énergie verticaux, suréchangeurs, ouverts ou fermés. Et donc, ce webinaire va nous permettre de présenter le contenu de ce guide. Donc, le webinaire va se dérouler en 5 temps. D'abord, nous allons revenir un petit peu sur le contexte qui nous a poussé à élaborer un guide pour la détermination des volumes d'exploitation des gîtes géothermiques. Et nous en profiterons pour rappeler un certain nombre de définitions utiles à la bonne compréhension du domaine d'application du guide et des principes qui y sont abordés.
Ensuite, je présenterai le contenu du guide, c'est-à-dire ses objectifs et également le cadre méthodologique. Dans une troisième partie, je présenterai quelques solutions de calcul qui permettent la mise en œuvre de la méthode et plusieurs exemples d'applications. Et donc enfin, l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes conclura cette présentation en précisant un certain nombre d'attentes dans le cadre de l'instruction des nouveaux projets de géothermie sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Cette présentation porte sur la définition de volume d'exploitation qui correspond finalement à des zones de protection que l'on cherche à établir autour d'installations géothermiques. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait définir des zones de protection autour d'installations géothermiques. Eh bien, pour des raisons complètement analogues à celles qui nous poussent à définir des zones de protection autour des captages d'eau potable. Dans le cadre des captages d'eau potable, on cherche à maintenir une eau de qualité, on cherche à se prémunir de contamination. Eh bien, dans le cas d'installations géothermiques, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce que l'on va chercher à maintenir, c'est des régimes de température acceptables, compatibles avec, d'une part, les bonnes performances de l'installation et d'autre part, la maîtrise des impacts environnementaux. Donc c'est particulièrement vrai en milieu urbain où on peut se retrouver dans des secteurs fortement sollicités avec de multiples sources de chaleur urbaine. Je pense par exemple aux constructions souterraines, aux réseaux, où on peut se retrouver en présence de nombreuses installations géothermiques qui sont susceptibles d'interférer et donc de remettre en cause la pérennité des projets. Comment faire coexister plusieurs installations géothermiques dans un espace contraint sans qu'il y ait d'interférence entre les projets? Ce n'est pas une question qui est complètement nouvelle et l'une des pratiques les plus répandues en Europe en termes de gestion du développement de la géothermie consiste à superposer l'épannage de température généré par les projets. Et donc, pour ce faire, un seuil arbitraire de température est généralement défini par l'autorité environnementale. Donc, en termes d'altération de température, ça peut être 1, 2, 3 degrés. Et puis, les panaches de température sont calculés par diverses méthodes. À la fin, ces zones d'impact thermique sont considérées comme des zones d'exclusion pour l'arrivée de nouveaux projets. Donc évidemment, ces panaches de température vont dépendre des puissances des installations, aussi des contextes hydrogéologiques. Vous avez ici, par exemple, sur la figure, une petite illustration schématique du contexte hydrogéologique que l'on connaît à Lyon, avec une formation d'une vingtaine de mètres alluvionnaires qui surmonte une formation de matériaux molassiques. Dans notre contexte, c'est généralement la formation d'alluvions qui est exploitée pour de la géothermie. Et vous avez sur la droite une illustration qui représente des résultats de simulation qui montre un petit peu les variétés d'impacts qui peuvent être causés par des installations géothermiques qui fonctionnent pour satisfaire des besoins de chauffage en haut, pour satisfaire des besoins de chauffage et de climatisation au milieu, et en bas pour satisfaire uniquement des besoins de climatisation. Ces figures-là, elles représentent des vues en plan de l'étendue des panaches de température qui sont causés par ce type d'installation. Et donc, comme je le disais, à la fin, le principe des approches classiques consiste à définir ces zones d'impact comme des zones d'exclusion pour l'arrivée de nouveaux projets. Et ce type d'approche pose des problèmes à plusieurs égards. Et le principal reste que finalement, les limites associées à ces panaches de température ne représentent pas de véritables barrières physiques, dans le sens où des altérations de température, même faibles, peuvent subsister au-delà de ces limites de panache qui sont définies par des seuils arbitraires. Et donc, il est difficile de cette façon d'anticiper quel pourrait être l'impact thermique ou même l'impact thermique cumulé causé par un nouveau projet qui verrait le jour directement en aval d'une ou de plusieurs installations existantes. Et donc, on voit bien que pour garantir la pérennité des installations géothermiques, il y a ce besoin d'être en capacité de définir un zonage qui ne se concentre pas uniquement sur l'impact, mais qui a vraiment vocation à protéger l'installation vis-à-vis des nouveaux projets.
Et ça tombe bien puisque la réglementation en France, et plus particulièrement le Code minier, introduit la notion de volume d'exploitation qui justement porte cet objectif de protection. Et donc je laisse la parole à Isabelle Charlemagne de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes qui va développer un petit peu ce cadre réglementaire. Donc un gîte géothermique, c'est une mine appartient à l'État. Et après mise en concurrence, l'État octroie le droit d'exploiter par un titre minier. Et donc, le volume d'exploitation d'un gîte géothermique basse température ou basse énergie, c'est l'étendue volumique sur laquelle le permis d'exploitation octroie le droit d'exploitation. Le volume d'exploitation, c'est une notion qui est propre au gîte géothermique, qui est assez ancienne et qui est définie dans l'article L134-5 du Code minier. Elle concerne à la fois les systèmes d'échangeurs géothermiques ouverts et fermés, et elle ne concerne pas la géothermie de minime importance. Donc là, vous avez en illustration à gauche un système d'échangeurs ouverts avec un puits de captage et un puits de rejet. On l'appelle un doublet, donc qui capte l'eau de la nappe. Et à droite, donc vous avez un système fermé où là, on envoie un liquide calorifique en circuit fermé dans des sondes. Et voilà, il circule. Ce sont les deux types de géothermie qui sont concernés par le volume d'exploitation. Que dit le Code minier sur le volume d'exploitation? Donc, il dit que le permis d'exploitation confère un droit exclusif dans un volume déterminé défini par un périmètre et deux profondeurs. Et donc, ça veut dire que dans un volume d'exploitation, il ne peut pas y avoir un autre puits de captage qu'une installation géothermique basse température qui s'installe. Par ailleurs, quand il y a une mise en concurrence avant l'octroi du permis d'exploitation, elle porte sur le volume d'exploitation. Et enfin, la projection à la surface de ce volume d'exploitation est prise en compte dans l'instruction du permis d'exploitation pour déterminer le territoire où on va consulter les communes et on va réaliser l'enquête publique. L'objectif de ce volume d'exploitation, c'est de garantir le bon fonctionnement des installations autorisées sur la durée de leur permis d'exploitation. En quelque sorte, c'est un bouclier contre les perturbations thermiques que constituent les autres installations géothermiques en milieu urbain. Et de plus, depuis le 1er juillet 2016, les installations de géothermie de minime importance sont interdites à l'intérieur des volumes d'exploitation des installations de géothermie basse température, basse énergie. Donc là, vous avez en illustration une représentation d'un volume d'exploitation sur un système d'échangeurs ouverts, avec un puits de captage et un puits de rejet donc sur nappe, qui est voisin d'autres installations avec des échangeurs fermés là, qui viennent potentiellement être une source de perturbation thermique. Concernant la détermination du volume d'exploitation, le seul outil qui était à disposition de l'État et des bureaux d'études depuis des années, c'était l'instruction technique de mars 1978, qui est une instruction d'application du décret du 28 mars 1978 relatif au titre minier de géothermie. Et donc, cette instruction formule des recommandations pour la détermination de ce volume d'exploitation qui s'appuie sur des considérations géométriques et sur le choix de distances qui sont complètement indépendantes du contexte hydrogéologique. Voilà, par exemple, pour un doublé depuis un échangeur ouvert sur nappe, eh bien, cette instruction dit que le volume d'exploitation il est basé sur la distance entre les deux puits. S'il y a un seul puits de captage avec un rejet dans les eaux superficielles, par exemple, l'instruction ne donne pas de recommandation à un cas où on aurait un volume d'exploitation d'un rayon de 2 km, c'est énorme. Et elle ne parle pas du tout des échangeurs fermés. En fait, cette instruction, elle visait à l'époque les installations de géothermie en 78 et qui étaient réglementées par le Code minier, qui étaient celles qu'on voit en région parisienne pour capter des eaux chaudes à 70, 100 degrés.
dans des installations de forte puissance destinées à alimenter des installations collectives de chauffage et sur des implantations peu denses. Et au final, on s'aperçoit que voilà, cette instruction ne nous est pas d'un grand secours dans un contexte de géothermie peu profonde, un contexte urbain avec des perturbations par d'autres installations. En tout cas, ces recommandations ne permettent pas de garantir la pérennité des installations de géothermie dans les secteurs qui sont soumis aux impacts cumulés et aux interférences multiples. La DREA Auvergne-Rhône-Alpes a fait le constat qu'il y avait des pratiques hétérogènes dans les propositions de volume d'exploitation par les bureaux d'études dans leur dossier de demande de permis d'exploitation. On avait des approches géométriques inspirées de l'instruction de 1978 qui ne permettaient pas la prise en compte des spécificités hydrogéologiques. On avait par ailleurs parfois des approches qui occultaient les phénomènes de transfert de chaleur et qui proposaient des volumes d'exploitation uniquement basés sur des considérations piézométriques. Or, ce ne sont pas les phénomènes les plus impactants et les perturbations thermiques ont des distances d'effet plus importantes. Et enfin, on avait des approches focalisées sur l'impact thermique du puits de rejet, n'ont pas vocation à permettre le maintien des températures acceptables au niveau des puits de captage ou des organes de production de l'installation. Donc finalement, on n'avait pas d'approche satisfaisante de ce point de vue et donc nous avons demandé au CEREMA de proposer une méthode adaptée aux objectifs de protection de la ressource. Et c'est donc dans ce contexte et à partir de ce constat que nous avons décidé donc d'élaborer un guide qui propose un cadre méthodologique qui, d'une part, réponde à la vocation du volume d'exploitation, c'est-à-dire garantir la pérennité, le rendement des installations, et d'autre part, favoriser un développement plus harmonieux de la filière. Donc, ce guide et son contenu technique ont été élaborés avec l'appui d'un certain nombre de partenaires scientifiques, notamment le KIT en Allemagne et le Centre d'hydrogéologie et de géothermie de Neuchâtel, qui font partie des principaux centres d'excellence européens dans les domaines de l'hydrogéologie et de la géothermie, et également des collègues de l'Université de Grenoble et de l'Université d'Ingolstadt en Allemagne ont été sollicités. Donc, après son élaboration, ce guide a été mis en consultation auprès de 2 fédérations professionnelles avant sa publication. Il s'agit de l'AFPG, donc l'Association française des professionnels de géothermie, et la Fédération Syntec. Donc, concernant son contenu, ce guide présente un cadre méthodologique qui permet de délimiter le volume d'exploitation d'une installation géothermique. Il est basé sur les grandes étapes suivantes. Donc, la première étape consiste à déterminer l'écart de température, l'impact thermique maximal acceptable par le projet, c'est-à-dire l'altération de température qui ne remet pas en cause les bonnes performances de l'installation. La seconde étape, qui est un petit peu le cœur du sujet, vous le verrez, consiste à déterminer les écoulements et à caractériser la façon dont se font les transferts thermiques autour du projet, de façon à être en capacité de cartographier les puissances acceptables et compatibles avec notre projet, autour du projet qui nous intéresse. Et enfin, sur la base de ces éléments, la dernière étape consiste à délimiter l'emprise foncière et l'extension verticale du volume d'exploitation. Donc maintenant, réfléchissons à la formalisation un petit peu mathématique de ce problème. Pour la démonstration, je vais considérer qu'on s'intéresse à un doublé, mais de façon analogue, on pourrait tout à fait raisonner et appliquer ces principes sur un champ de sonde vertical. Et d'ailleurs, les deux approches sont déclinées dans le guide. Donc, considérons cette installation sur la partie inférieure de la figure pour laquelle on cherche à déterminer un volume d'exploitation. Donc, cette installation, elle a un débit qui est indiqué par la variable QP, qui est connue.
Et maintenant, considérons une autre installation géothermique qui pourrait être un projet hypothétique localisé plus en amont, qui est représenté par exemple par un champ de sonde qui injecte certaines puissances thermiques dans l'aquifère. On comprend assez facilement qu'au plus cette injection de chaleur va se situer à proximité de notre projet, au plus l'incidence thermique va être importante. Et de la même façon, au plus on va s'éloigner de l'organe de production de notre installation, au moins cette installation va poser problème jusqu'à un certain point en fait où l'impact thermique généré par ce nouveau projet va se retrouver égal à ce que nous avions initialement jugé comme acceptable pour notre projet. On peut maintenant traduire cela en s'appuyant sur la formule thermodynamique qui est exprimée ici et qui traduit en fait l'énergie qu'il est nécessaire d'apporter à une certaine quantité d'eau pour générer un réchauffement delta T. Cette formule, en fait, elle permet de lier les différentes variables de notre problème. PI, qui est la puissance du futur projet, P, qui représente en fait la fraction d'énergie émise par le nouveau projet qui va effectivement parvenir jusqu'au puits de prélèvement de l'installation et qui va être responsable de la surélévation de température des eaux captées de delta T. Et puis, on retrouve également QP, le débit de l'eau prélevée, et CW qui représente la capacité thermique de l'eau. Et avec cette formalisation, en fait, on est en capacité d'établir un critère de protection à partir de cette variable P qui représente le ratio entre une énergie qui pourrait être injectée par un futur projet et l'énergie qui en serait effectivement captée, et donc qui représente finalement la probabilité de capture des transferts thermiques entre l'installation tierce et notre projet. Et donc, on est capable d'établir un critère de protection entre cette variable et les autres grandeurs du problème. Et ce critère de protection, il nous dit finalement que tant que les probabilités de capture des transferts thermiques ici restent inférieures à cette quantité, eh bien, l'impact thermique généré au niveau des eaux captées restera inférieur à notre delta T qui sera préalablement fixé. Et donc, toute la question qui subsiste est comment quantifier et cartographier ces probabilités de capture de transfert thermique. Et ça, c'est une question que l'on sait résoudre avec des techniques conventionnelles de l'hydrogéologie quantitative. Ce qui est incontournable en présence de formations aquifères, quand on cherche à caractériser des écoulements et des transferts thermiques, c'est de disposer de cartes piézométriques qui vont d'une part nous permettre de décrire l'altitude de la surface libre des nappes en présence, mais aussi la direction des écoulements. Et donc, vous en avez ici un exemple sur le secteur de Villeurbanne avec des écoulements d'eau souterraine qui sont orientés de l'est vers l'ouest. Une autre information importante, ça va être tout ce qui aura trait aux unités aquifères en présence et qui va nous permettre de nous renseigner sur les différentes caractéristiques physiques des matériaux, des différentes formations, c'est-à-dire des propriétés hydrauliques et des propriétés thermiques des différentes formations. Et donc, à ce titre, le fait de dresser des profils hydrogéologiques va nous aider à préciser la nature de ces hétérogénéités et nous aider à préciser les différentes formations qui seraient éventuellement sollicitées par notre projet, puisque je rappelle que le volume d'exploitation a une dimension, on va dire, plane, horizontale, foncière, mais également une dimension verticale qui doit être donnée. Donc, vous avez ici un exemple d'un profil hydrogéologique dans le secteur Lyon-Villeurbanne avec formation superficielle constituée d'alluvions modernes ou d'alluvions fluvio-glaciaires qui surmontent les formations molassiques. Ce qui va être important, c'est de pouvoir également disposer de chroniques piézométriques, mais également thermiques pour mieux connaître le régime de température de la nappe et ses fluctuations qui peuvent être liées à la saisonnalité ou à des perturbations environnantes. Et ces chroniques de température, c'est des éléments qui vont nous guider dans la définition de ce que va être un impact thermique acceptable. Donc, si on regarde par exemple la chronique pluriannuelle qui est présentée ici,
Donc on voit sur cette chronique que la température oscille entre 12 et 16 degrés. Et bien dans ce secteur, connaissant les spécificités techniques de notre projet, on doit être à même de dire si un impact sur des eaux qui seraient captées ici de 1, 2, 3 ou 5 degrés est acceptable vis-à-vis du maintien des performances techniques du projet et de sa rentabilité, et également acceptable vis-à-vis de la maîtrise des risques et des impacts environnementaux qui sont éventuellement liés au rejet. Donc vient ensuite la question de l'outil à utiliser pour décrire et cartographier les transferts thermiques autour du projet. Il existe pour ça un certain nombre de solutions analytiques ou semi-analytiques. Donc certaines sont présentes dans le guide. Il en existe bien sûr de nombreuses autres aussi qui peuvent être utiles à la résolution de notre problème. L'intérêt de ces solutions analytiques est qu'elles sont extrêmement simples à mettre en œuvre. La contrepartie, évidemment, c'est que leur cadre d'application, leur domaine de validité est en général assez réduit. Pour expliquer des limites un petit peu générales des solutions analytiques les plus courants, généralement, il s'agit de modèles qui sont valables dans des contextes hydrogéologiques plutôt captifs. C'est des modèles qui sont établis en considérant des écoulements rectilignes uniformes et qui ne permettent pas la prise en compte des échanges thermiques qui peuvent se produire avec des formations supérieures ou inférieures. Si on reprend notre contexte hydrogéologique lyonnais qui est illustré sur la petite vignette à droite, les modèles analytiques les plus courants ne vont pas permettre la prise en compte d'une recharge de la nappe. Ces modèles analytiques ne vont pas permettre de prendre en compte les perturbations d'écoulement qui pourraient être occasionnées par des constructions souterraines d'ampleur, et ne vont pas permettre de prendre en compte des échanges thermiques entre les différentes formations aquifères en présence. Et donc, tout ceci, mis bout à bout, en fait, contribue à la fin à négliger toute une série de phénomènes de conduction, de dilution ou de macrodispersion qui, dans la réalité, contribuent à atténuer l'incidence thermique des installations, et cela peut donc conduire, dans notre cas, à avoir une vision un petit peu surdimensionnée, surestimée de l'espace qu'il est nécessaire de préserver pour le maintien de performances acceptables autour du projet. C'est pour ça que lorsqu'on est confronté à une situation qui présente une certaine complexité hydrogéologique, on peut se tourner vers la modélisation numérique déterministe qui est bien adaptée. Typiquement sur notre exemple, évidemment, la modélisation numérique va nous permettre de prendre en compte des phénomènes de recharge de nappe, des perturbations d'écoulement qui seraient occasionnées par des constructions, les hétérogénéités entre différentes formations aquifères en présence. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment aborder par modélisation numérique cette question du volume d'exploitation, comment aborder cette question de transfert thermique. Donc, je vous rappelle que ce que l'on cherche à faire, c'est dans notre cas, à protéger le point de prélèvement d'un doublé. Ça pourrait être la sonde verticale dans le cas d'une installation sur échangeur fermé. Et donc, on pourrait tout à fait procéder à une approche classique qui consiste à réaliser de nombreuses simulations numériques où on injecterait une quantité d'énergie à divers endroits de notre domaine d'étude et à observer l'effet engendré au niveau de notre cible, c'est-à-dire le point de captage que j'indique ici. De cette façon, on est tout à fait capable de calculer un ratio en fait, entre l'énergie qui est injectée à un endroit donné du domaine d'étude et l'énergie qui est effectivement captée. Et donc, on est capable de déterminer la probabilité de capture du transfert thermique entre ce point d'injection et cette cible. Donc, c'est une technique qui fonctionne parfaitement. Et le problème, c'est que c'est une technique qui est assez lourde et longue à mettre en œuvre, puisqu'on a besoin d'une simulation pour chaque point du domaine d'étude pour lequel on désire connaître la probabilité de capture du transfert thermique. Donc, pour s'affranchir de cette difficulté, on peut en fait utiliser une astuce mathématique qui consiste à inverser la direction des écoulements partout sur notre domaine d'étude. Donc, c'est la technique qui est représentée sur la droite.
Donc, de cette façon, tous les exutoires de notre domaine d'étude deviennent des sources et toutes les sources deviennent des exutoires. Et une fois qu'on a inversé virtuellement la direction des écoulements, on peut injecter une quantité d'énergie unitaire au niveau de notre cible et observer dans ce champ inverse de vitesse les directions de propagation de cette énergie pour visualiser d'où vient l'énergie qui est susceptible de perturber cette cible. Donc, en analysant la migration de ce signal, on va être capable d'en savoir plus en une seule simulation sur les probabilités de capture des transferts thermiques. Regardons ce que cela donne sur un exemple. Il s'agit de l'exemple qui est illustré dans le guide à Villeurbanne, dans le contexte hydrogéologique lyonnais. Et on a un projet d'implantation de doublé géothermique avec un puits de pompage et un puits de rejet qui est représenté en rouge. On a également un certain nombre d'infrastructures de construction souterraine qui contribuent localement à perturber les écoulements. Dans cette situation, la première étape va consister à simuler les écoulements d'eau souterraine en régime permanent de façon tout à fait classique en fixant un certain nombre de conditions limites qui ici sont guidées par la piézométrie. Par exemple, c'est un niveau de nappe à 164 mètres qui est imposé en aval hydraulique, un niveau de nappe de 165 mètres qui est imposé en amont hydraulique. Puis, sur les extensions latérales, ce sont des limites à flux nul qui sont imposées. De façon classique, on résout ce problème d'écoulement en régime permanent. Une fois qu'on a réalisé ce travail, donc on va inverser le sens des écoulements et imposer une altération de température unitaire au niveau du puits de prélèvement de notre ouvrage. Et on va lancer dans ce champ d'écoulement inversé une simulation du transport de chaleur en régime transitoire qui va nous permettre de visualiser cette zone qui correspond au dégradé des probabilités de capture des transferts thermiques jusqu'au captage. En faisant ça, on obtient une cartographie avec des nuances de couleurs, ici du vert jusqu'au rouge, avec en rouge les secteurs où la probabilité de capture des transferts thermiques par notre ouvrage est très forte. Donc, dans ces secteurs-là, l'arrivée d'un nouveau projet est susceptible fortement de générer une altération de la température de l'eau prélevée. Puis, on a des secteurs verts où là, la probabilité de capture est beaucoup plus réduite. Et donc, une fois que ce travail est fait, on peut reprendre notre formule de passage thermodynamique que l'on évoquait tout à l'heure, et où en fait on se rend compte, une fois ce travail réalisé, qu'on n'a plus qu'une seule inconnue, qui est la puissance thermique acceptable autour du projet, puisque les probabilités de capture, on les a déterminées à l'aide de ce travail de modélisation. Le débit Q de l'installation, c'est quelque chose de connu. Le terme CW, c'est ce paramètre que l'on connaît, c'est une propriété de l'eau. Et ce delta T correspond en fait au seuil de température que l'on s'est fixé. Donc, à partir de ce champ des probabilités de capture des transferts thermiques et de ce seuil d'écart de température acceptable que l'on s'est fixé, on est capable très facilement de cartographier les puissances acceptables et compatibles avec notre projet dont le puits de prélèvement est représenté ici, ce qui nous permet ensuite de déterminer l'enveloppe de notre volume d'exploitation. Donc, je suis allé un peu vite quand j'ai expliqué que la démarche nécessitait l'inversion des écoulements. Donc, je vais vous expliquer via deux techniques comment on peut inverser le champ d'écoulement d'un modèle pour lequel on a établi des écoulements en régime permanent. Et pour ça, on va reprendre notre exemple du contexte lyonnais. Donc, on a plusieurs méthodes. Ici, on va considérer qu'on élabore un modèle en deux dimensions qui est constitué d'une partie amont où on impose un potentiel à 25 mètres d'altitude, puis on impose sur la partie de droite un potentiel plus bas de 21 mètres. À l'état naturel, les écoulements se produisent de la gauche vers la droite. Puis dans ce système, on incorpore notre doublé géothermique via un puits de prélèvement qui a un débit Q et via un puits de rejet qui a un débit opposé. Eh bien, pour inverser les écoulements dans cette configuration 2D, on peut procéder à une inversion du signe des conditions limites
qui va transformer naturellement toute source en exutoire et tout exutoire en source, et qui va nous permettre virtuellement d'inverser le champ des écoulements. Une fois que cette inversion est opérée, on peut appliquer la condition limite d'altération de température unitaire au niveau du puits de prélèvement. Et donc, au niveau de ce puits de prélèvement, comme les champs d'écoulement sont inversés, on va observer, en lançant la simulation, une migration d'un panache de température vers l'amont hydraulique qui caractérisera en fait les probabilités de capture de transfert thermique autour de cet ouvrage. Cette technique qui fonctionne parfaitement en 2D, elle peut être un peu plus délicate à mettre en œuvre en 3 dimensions. Et pourtant, les modèles en 3 dimensions sont particulièrement utiles et régulièrement employés dans les problèmes de géothermie, et notamment pour représenter les impacts. Vous en avez une représentation ici d'un résultat de modèle numérique 3D d'impact d'un doublé géothermique avec une vision en 3D du panache de température généré par un puits d'injection où on a un delta T de 5 degrés appliqué à 80 mètres cubes heure. Et donc, lorsqu'on a un modèle comme ça en 3D, qu'on a ce besoin de travailler en 3 dimensions, et dans ce cas, il faut opter pour une autre technique pour inverser les écoulements, une technique qui consiste à appliquer une perméabilité négative. Donc ça, c'est la deuxième technique qui fonctionne en 3 dimensions et c'est celle qui est préconisée par des éditeurs de logiciels de modélisation en hydrogéologie. Le fait d'appliquer ce changement de signe permet d'inverser le champ des écoulements. Si on change le signe de la perméabilité, on change la direction des champs de vitesse. Et voilà le type de résultat que l'on obtient autour du puits de pompage. Dans ce champ de vitesse inversé, une condition limite d'altération thermique de 1 degré qui est imposée au niveau du pompage et qui nous permet à la fin de visualiser les probabilités de capture de transfert thermique jusqu'à cet ouvrage. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Isabelle Charlemagne, donc de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui va illustrer un petit peu sur un exemple de projet instruit par la DREAL. Je vais vous présenter l'exemple de mise en œuvre de la méthode de détermination du volume d'exploitation. C'est un projet d'immeuble de bureau qui s'appelle projet Y dans la petite cartographie. Il est situé dans l'agglomération lyonnaise. Il consiste à faire un puits de captage et un puits de remise. À cet endroit-là, la nappe est captée par ce système ouvert. C'est la nappe superficielle fluo-glaciaire. Voilà, qui a une surface libre qui est à peu près à 5 mètres de profondeur. Et la formation claire, elle fait à peu près 11 mètres d'épaisseur. Et donc là, on a la nappe qui s'écoule sud-est vers le nord-ouest, comme ça indiqué par la flèche bleue. On a des installations de géothermie tout autour, dont une qui est intitulée X, qui est à 50 mètres. Un projet Y consiste à faire du chauffage et de la climatisation pour cet immeuble de bureau, avec une puissance maximale échangée avec la nappe de 552 kW, légèrement au-dessus du seuil de puissance pour la géothermie d'importance. En conditions moyennes, nous avons un débit en période d'été pour la climatisation qui est de 70 mètres cubes heure et une différence de température entre les eaux captées et les eaux rejetées de 4 degrés. Donc en été, on rejette des eaux qui sont plus chaudes que celles qu'on a captées. En hiver, on va refroidir la nappe. Et donc on a un delta de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée qui est de 2,3 degrés. Une première proposition de volume d'exploitation pour le projet Y qui nous est faite par le bureau d'études est non conforme à la définition du volume d'exploitation. Elle est basée sur l'incidence technique. Et donc, pour la déterminer, le bureau d'études se base sur l'impact thermique généré à partir du puits de rejet. Donc, il regarde la distance qui est impactée dans des conditions moyennes avec un degré d'impact supérieur à 1 degré. Voilà, donc, il détermine cette distance à la vase hydraulique du puits de rejet et il la reporte à l'amont hydraulique du puits de captage de manière symétrique. Et donc, il propose un volume d'exploitation qui est l'union de ces deux distances. On aboutit à une zone qui fait environ 550 mètres de long
C'est une approche qui ne correspond pas à une réalité physique. Donc, nous avons demandé au bureau d'études de refaire une proposition de volume d'exploitation en appliquant la méthode CEREMA. La deuxième proposition qui a été faite, elle a été avec une approche semi-analytique. Et là, on aboutit à un volume d'exploitation qui a une longueur de 1 km et qui va relever le développement de la géothermie de manière disproportionnée. Donc en fait, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, le contexte hydrogéologique ici de lac libre, il n'est pas adapté à l'application d'une solution analytique. On a des écoulements qui sont perturbés, qui ne sont pas rectilignes uniformes. Et donc finalement, en nappe libre, les dispersions de chaleur vont être favorisées par les échanges avec l'atmosphère, la nappe, la recharge en eau pluviale. Tout ça n'est pas pris en compte par les solutions analytiques. Et en plus, on va avoir des perturbations par les installations géothermiques voisines qui ne sont pas non plus prises en compte. Tout ça, ça illustre bien le phénomène de surestimation du volume d'exploitation quand on applique une méthode analytique alors que le contexte ne s'y prête pas. Donc, nous avons demandé aux pétitionnaires de faire avec la modélisation numérique du guide CEREMA. Voilà, donc il a pris en compte effectivement un certain nombre d'hypothèses de départ pour entrer dans son modèle. Il a considéré donc la perturbation thermique qui va rentrer et la perturbation maximale acceptable pour le bon fonctionnement de son installation est de 1 degré. Ensuite, les calculs majorants, ils ont été faits en période estivale parce que ce sont là que les besoins sont les plus importants. Ils ont été faits pour un débit moyen. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir la puissance thermique maximale contre laquelle le pétitionnaire souhaite se prémunir. Et ici, étant donné qu'on est dans un environnement urbain avec potentiellement des gros projets de géothermie, et donc en géothermie de minime importance, on pourrait se retrouver à la limite avec des puissances qui avoisinent les 500 kW tant qu'il a pris la valeur de 500 kW comme puissance thermique vis-à-vis de laquelle le pétitionnaire souhaite se prémunir. Voilà, il va arriver à faire sa modélisation. Alors, entre-temps, la société voisine X fait une demande de mutation, c'est-à-dire de changement d'exploitant, de son titre, de son permis d'exploitation. Et on en profite pour lui demander de calculer elle aussi son volume d'exploitation. Et c'est le même bureau d'études qui va traiter ces deux dossiers-là. On voit le résultat des calculs. Alors, c'est des ovales, hein. Donc, pour le projet Y, on a l'ovale jaune qui est bien centré sur le captage, hein, la petite croix. Donc, pour le projet X, c'est l'ovale rouge. Et après, on a demandé au bureau d'études de simplifier cet ovale pour des raisons d'opérationnalité pour prendre des valeurs limites simples d'un point de vue cartographie, donc de transformer cet ovale en objet rectiligne. Hein. Donc, il propose 2 rectangles adjacents et on demande aux 2 sociétés X et Y de se répartir ces volumes d'exploitation. C'est pour ça qu'elle nous propose ces distances adjacents, hein, en vertu du principe qu'un volume d'exploitation ne peut comporter qu'un captage en basse température. Donc, on voit chaque volume d'exploitation comporte un captage. Et donc, de cette manière, les installations X et Y sont protégées. Leur puits de captage est protégé, perturbations voisines seraient générées par des installations de GMI qui pourraient venir s'implanter. Nous, on préconise au niveau de l'ADREAL Auvergne-Rhône-Alpes l'utilisation de ce cadre méthodologique du CEREMA pour pouvoir déterminer les volumes d'exploitation. On n'a pas trouvé jusqu'à présent de méthode satisfaisante équivalente. Si ça se présentait, on examinerait. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'est le cadre de référence. J'en ai terminé avec notre présentation. Merci à tous, merci pour votre attention. Là, effectivement, la présentation est terminée. Le téléchargement de ce guide est évidemment gratuit et donc vous avez le lien qui vous permet de télécharger ce document.